Nous nous trouvons ici à une des entrées à la vieille ville, la place du Mollard. Le Rhône arrivait jusqu'ici et on arrivait avec des grands bateaux remplis de vivres qui déchargeaient ici parce que c'était le lieu du marché de la ville. Et puis il y a 3 places ici où on déchargeait le bois et le charbon, la nourriture et puis le bétail. Donc on a fortifié. Et puis ici, on a une des fortifications anciennes. C'est l'original. C'était là à l'époque de la Réforme. Mais au 19e, ou enfin, où est-ce que c'était? Oui, je crois que c'était début du 19e, quand l'architecture romantique était en vogue, on a pris ce bâtiment et on a refait l'extérieur pour qu'il ait l'air encore plus ancien. Donc, ce n'est pas l'extérieur d'origine, mais c'est quand même très ancien. C'était le centre de vie de la ville. Tout le monde devait venir ici tous les jours pour avoir pas simplement la nourriture, mais bien sûr les échanges, les nouvelles, etc., etc. Et ça a été le cas que c'était le centre de la ville jusqu'encore très récemment. Quand nous sommes venus faire l'évangélisation en 81, on aurait bien aimé prêcher l'Évangile ici, parce que c'était un des lieux de la prédication de la Réforme. Mais les autorités nous ont refusé. Ils ont quand même donné de la place et le droit aux anarchistes zurichois de parler ici, mais pas ceux qui voulaient prêcher l'Évangile. La Réforme a débuté avec l'arrivée de Guillaume Farel, ce Français rouquin, colérique, un évangéliste apostolique qui faisait le tour des villes romandes. Il a été chassé de la France, mais il avait des lettres de protection des autorités bernoises qui lui donnaient le droit de circuler et prêcher l'évangile dans nos villes romandes. Il est venu ici en 1531 et il avait une stratégie qui marchait très bien. Il faisait des choses très controversées. Par exemple, il passait devant une église et il entendait un prêtre parler. Et puis il a commencé à prier « Hérésie, hérésie ». Puis il a chuté le prêtre de la chaire et il a commencé à prêcher l'Évangile. Une autre fois, il voyait une procession de reliques avec un prêtre au bord du fleuve. Et il a crié de nouveau « Hérésie, hérésie » et il a poussé le prêtre et les reliques dans le fleuve. Donc, il faisait ces choses pour que tout le monde se parle de ce nouveau message, que c'était le buzz de toute la ville. Et puis, il partait juste avant d'être arrêté. Alors, il faut avoir un très bon sens du timing pour ce genre de ministère. Mais il est décédé dans son lit à l'âge de 70 ans, donc ça a marché. Il a prêché ici devant la cathédrale. Il a été chassé par les prêtres jusqu'en bas. Et nous allons reprendre cette route tout à l'heure. Donc il a dû quitter la ville. Mais un collègue est resté derrière. Un autre Français qui s'appelait Froment. Parce que des hommes d'affaires de la ville avaient entendu parler du réveil luthérien et ils étaient convaincus que c'était la réponse pour Genève. Pourquoi Genève avait besoin d'un nouveau système? Parce que on avait chassé l'évêque de Genève en 1530. Le duc de Savoie aurait voulu s'emparer de Genève. Les ducs de Savoie n'avaient pas grand-chose à faire, donc ils essayaient de s'attaquer à Genève. 3 générations des ducs de Savoie. Et puis, il s'est arrêté seulement quand les armées de Berne et de Fribourg sont descendues vers Genève. Il s'est retiré. Mais les Genevois étaient tellement fâchés avec leur évêque parce qu'il était de la maison de Savoie. Ils l'ont chassé. Et les nobles aussi étaient des Savoyards, et eux, ils ont été chassés. Et beaucoup de prêtres sont partis aussi. Donc il y avait un vide à Genève.
Et comme vous savez, à l'époque, même le système de loi était un système de l'Église. Et puis il y avait un vide du côté de l'économie. Beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté, le chômage était très élevé, le pourcentage d'auberges à la population était le plus élevé en Europe. On l'appelait la ville la plus puante de l'Europe. Beaucoup de maladies ici, surtout en bas, dans les endroits un peu marécageux. Les familles ne fonctionnaient pas parce que les hommes dépensaient l'argent familial dans les auberges, justement. Et puis les murs étaient en ruine. Genève était en état de vide à plusieurs niveaux, dans plusieurs catégories. Et c'est une des raisons du succès immédiat de la prédication de la Réforme ici. Dans les autres pays de la Réforme, dont l'Angleterre, l'Allemagne, c'est le souverain qui a accepté le nouveau message, et lui, les autres leaders de la nation et les institutions sont restés en place. Donc c'était très difficile de les transformer. L'Angleterre est restée quand même avec beaucoup de ses institutions catholiques. Bien que le roi a saisi toute la propriété de l'Église, bien sûr, il a quand même laissé en place beaucoup de choses. Et c'est la même chose avec la réforme luthérienne. Mais ici à Genève, il y avait une possibilité unique, et peut-être presque unique dans l'histoire du monde, de recommencer à zéro. Il n'y avait plus les mêmes personnes pour faire obstacle, pour faire barrage. Il n'y avait pas d'institution qui fonctionnait. On pouvait tout reconstruire avec des fondements de la parole de Dieu. C'est exactement ce que Calvin a décidé qu'il pouvait faire. Donc tous les protestants d'Europe, et même les catholiques, regardaient à Genève pour voir est-ce que c'était possible. Est-ce qu'on peut rebâtir, pas seulement une église, mais toute une nation sur les principes bibliques. Et c'est pour ça qu'il y a eu un immense intérêt sur ce qui s'est passé ici à Genève. Mais pour retourner à notre histoire ici, sur la place du Mollard, ces hommes d'affaires ont invité Froment, il avait la formation d'instit, à rester ici, s'occuper de l'école de la ville. Et comme toutes les écoles de l'époque, c'était tout le monde dans une salle de classe. C'était juste aussi ici, pas très loin. Et puis, il a commencé à enseigner à lire aux enfants de la Bible, parce que la Bible venait d'être traduite. Et c'est Farel qui avait connu les Vaudois du Piémont, parce que deux des employés de son papa, qui travaillaient dans la maison, étaient des Vaudois. Et ils ont élevé ce jeune homme, et je me demande si ce n'est pas l'influence de ces Vaudois sur Farel et leurs prières qui ont fait de lui l'homme de Dieu formidable qu'il était. En tous les cas, il est allé vers eux, portant la Bible nouvellement traduite, et il a dit, je vous demande de payer la première impression. C'est votre Bible. Vous aviez la Bible dans votre langue. Ils avaient la Bible dans la langue quasi provençale, un peu, des siècles avant. Ils étaient aussi le seul mouvement réformé en Europe qui a fait des femmes des prêtres. Ils étaient remarquables, ces précurseurs de la réforme. Et ils ont accepté, ils ont payé la première traduction, le premier tirage de la Bible traduite en français. Les parents ont entendu que leurs enfants apprenaient à lire de la Bible, et eux, ils voulaient lire la Bible aussi, parce que la Bible était interdite. Jusque dans les années 70, Jeunesse en Mission a dû amener des Nouveaux Testaments en contrebande en Italie et en Espagne. L'Église catholique n'a jamais favorisé la lecture de la Bible dans les langues indigènes jusqu'à tard dans le XXe siècle. Froment a commencé à enseigner les parents à lire la Bible et ils ont été tellement dans la joie de pouvoir lire la parole de Dieu que Froment a été enthousiasmé. Il est venu ici au marché, il a sauté sur une des tables du marché et puis il a commencé à prêcher l'Évangile.
Et quand il a dit il faut réformer l'Église pour réformer la nation, il a été arrêté et chassé de la ville. Ça, c'était en 1534. Mais Farel a persévéré, il est revenu, et puis il est venu avec Viré, le seul vaudois de l'équipe. On ne peut même pas dire qu'il était suisse, parce que le canton de Vaud ne faisait pas encore partie de la Suisse. Mais c'était le seul vaudois. Tous les autres, c'était des Français qui ont apporté la réforme ici. Alors nous avons une grande dette envers la France. Mais c'est comme ça que la réforme a débuté. Comme j'ai dit, Farel est revenu avec Viré en 1535 et ils ont soumis cette décision à tous les électeurs de Genève, 200 hommes propriétaires, si j'ai bien compris. Mais ils ont mis une condition avant de les laisser voter si vous voulez devenir protestant ou non. Ils ont dit, si vous votez oui pour devenir protestant, ça veut dire que vous devez payer une école, le bâtiment de l'école, le salaire des instituts pour tous les enfants de la ville, sans exception, même les plus pauvres, même les filles. Et ils ont pris cet engagement. Farel a permis le vote et ils ont voté unanimement pour devenir protestants. Et c'était avec un engagement, pas seulement envers la Bible ou envers Dieu, mais un engagement envers les enfants, à travers les écoles chrétiennes. Et c'était le cas de toutes les villes réformées francophones, ici en Suisse et de tout le midi de la France.